Bonjour madame. Pourriez-vous vous éloigner un instant de la caisse? Nous devons vérifier certains documents administratifs. Pardon, je suis en plein service. De quoi s'agit-il? C'est un contrôle de routine concernant les dossiers du personnel. Cela ne prendra que quelques minutes. D'accord, mais est-ce qu'on peut en parler ailleurs? Les néons fluorescents de Riverside Market jetaient une clarté tranchante sur tout cet après-midi-là de mercredi. Les caméras de sécurité ont capté chaque angle de ce qui allait se produire à la caisse 7, où Elkesha Monroe, 29 ans, allait être retenue par des agents fédéraux sous les yeux de ses collègues, de ses clients et d'un système de surveillance qui deviendrait plus tard la pièce maîtresse d'un procès à 8 millions de dollars. Vous regardez d'où? Oh, sérieusement, lâchez votre localisation en commentaire. Je veux savoir qui voit cette histoire. Et écoutez, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite. Ce que je vais vous raconter va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les descentes liées à l'emploi et le profilage racial. Vous ne voulez pas rater la fin. Lisha Monroe travaillait à Riverside Market depuis ses 23 ans. C'était une grande chaîne régionale d'épicerie, avec de larges allées et des prospectus de promotion hebdomadaires au service d'un quartier urbain diversifié de Milwaukee. Elle avait commencé comme emballeuse, puis était devenue caissière, puis caissière senior, puis candidate à superviseur du front-end. Elle était bonne dans son travail, fiable, aimable. Les clients la connaissaient par son prénom. Elle avait grandi à Minneapolis, dans un quartier banal, avec une mère infirmière scolaire et un père électricien syndiqué. Elle avait fréquenté l'école publique, joué au volley au lycée, obtenu des notes correctes, mais pas de bourse pour l'université. Plutôt que de s'endetter lourdement, elle avait déménagé à Milwaukee, où vivait sa tante, trouvé un poste à Riverside Market et s'était construit une vie. Son propre appartement, un petit ami qui travaillait dans l'informatique, un compte épargne et un plan retraite via l'employeur. Elle payait ses impôts, elle votait. Elle était, dans tous les sens légal et pratique, une Américaine ordinaire vivant sa vie ordinaire. Ce mercredi d'août avait commencé comme n'importe quel service. Lisha a badgé à 13h pour la ruée de l'après-midi. Le magasin était animé. Courses de milieu de semaine, seniors profitant de la journée de réduction, parents faisant des stocks avant la rentrée. Elle a pris son poste à la caisse 7, une des lignes express, et s'est calée dans le rythme familier. Scanner, bavarder un peu, emballer efficacement. À 15h17, tout a basculé. 2 agents en gilet tactique marqués ICE en grandes lettres ont franchi les portes automatiques. Ils n'étaient pas là pour faire des courses. Ils avançaient avec une intention claire, balayant la zone des caisses, leur regard évaluant systématiquement chaque poste. Immigration and Customs Enforcement venait d'arriver à Riverside Market et ils avaient une cible en tête. Ils se sont dirigés tout droit vers la caisse 7. Lisha aidait une femme âgée qui payait ses courses avec de l'argent compté soigneusement. En s'excusant du délai, Elkesha lui souriait et lui assurait qu'il n'y avait aucune urgence. C'est à ce moment-là que le premier agent s'est placé à côté de son poste. « Madame, vous allez devoir vous éloigner de la caisse. » Elkesha a levé les yeux, surprise. La cliente âgée avait l'air perdue. La file de 5 personnes derrière elle est devenue silencieuse. « Pardon ?» a dit Elkesha, les mains figées au-dessus du tiroir caisse. « Je suis en train d'encaisser une cliente. Éloignez-vous de la caisse, maintenant. » La voix de l'agent était plate, autoritaire, sans place pour la discussion. « Nous devons vous parler de votre autorisation de travail. » Lisha a senti son visage s'enflammer. D'un coup, tous les regards de la zone des caisses étaient sur elle. 3 autres caissières au poste voisin avaient cessé de scanner pour fixer la scène. Et des clients sortaient à leur téléphone. « Mon emploi? Quoi ?» Sa voix tremblait. « Je travaille ici. Ça fait 6 ans. De quoi s'agit-il » Le second agent s'était placé de l'autre côté de la caisse, l'encadrant littéralement. « Êtes-vous citoyenne américaine ?» La question a claqué comme une gifle. Quelque chose de froid et tranchant s'est posé dans la poitrine de Lisha. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle avait vu des reportages, entendu des histoires.
mais elle n'avait jamais imaginé que ça lui arriverait. Oui. Le mot est sorti trop fort, trop défensif. Enfin, et oui, je viens du Minnesota. Je suis né à Minneapolis. Pourquoi vous me demandez ça devant des clients? Il va falloir voir des documents prouvant votre citoyenneté et votre droit légal de travailler. Venez avec nous. La femme âgée que Kesha aidait a pris la parole, la voix tremblante. « Jeune homme, cette fille m'aide chaque semaine depuis des années. Elle travaille ici, laissez-la tranquille. » L'agent ne l'a même pas regardée. « Madame, cela ne vous concerne pas. Terminez votre transaction à une autre caisse. » Je ne bouge pas tant que vous n'expliquez pas ce que vous lui faites. D'autres clients s'approchaient. Les personnes dans la file de la caisse 7 abandonnaient leur panier. Certains filmaient, d'autres regardaient, choqués, mal à l'aise, en colère. Le responsable de Kesha, Alan Patterson, est arrivé en courant depuis le comptoir service client. Un homme blanc d'âge moyen à la direction du magasin depuis 12 ans. Il connaissait le nom de chaque employé, leurs horaires, les anniversaires de leurs enfants. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a exigé Alan, sa voix portant dans toute la zone. « Vous êtes le responsable ?» a demandé le premier agent. « Oui, je suis Alan Patterson. Je gère ce magasin. De quoi s'agit-il ?» « Nous enquêtons sur l'éligibilité à l'emploi. Nous devons vérifier que tous vos employés sont légalement autorisés à travailler. Vous faites ça au milieu du magasin, pendant les heures d'ouverture, devant des clients. » Alan devenait rouge. « Si vous avez des questions sur l'autorisation de travail, vous passez par les RH du siège. Vous n'interrogez pas des employés en plein rayon. Monsieur, nous menons une enquête légale. Vous pouvez coopérer ou faire face à des accusations d'hébergement de travailleurs sans papier. » Hébergement? Lisha travaille ici depuis 6 ans. C'est une employée déclarée. Nous avons toute sa paperasse, formulaires fiscaux. I9, coordonnées de virement, tout a été fait correctement à l'embauche. L'agent a reporté son attention sur Kesha. « Madame, avez-vous une pièce d'identité sur vous, là, maintenant ?» Le sac de Lisha était dans son casier d'employé, dans la salle de pause au fond du magasin. « Mon portefeuille est dans mon casier. Je peux aller le chercher. »« Bon, restez où vous êtes. Quel document d'identité avez-vous ?»« Mon permis de conduire, mon badge employé. J'ai ma carte de sécurité sociale à la maison. Mon acte de naissance, j'ai tout. Je viens du Minnesota. »« Il faudra vérifier ça. Vous devez venir avec nous pour répondre à des questions supplémentaires. » Alan s'est placé entre Kesha et les agents. « Non, absolument pas. Vous voulez vérifier l'emploi? Vous passez par les canaux officiels. Vous contactez notre siège. Et vous faites des demandes formelles. Vous ne retenez pas des employés pendant leur service. Écartez-vous, monsieur. C'est une affaire fédérale. Je me fiche de qui c'est l'affaire. Vous harcelez mon employé. Vous est-il déjà arrivé de voir les droits de quelqu'un violés juste devant vous et de vous sentir impuissant? Écrivez-le en commentaire, parce que ce que ces caméras ont capté ensuite allait devenir l'exhibit A d'un excès de pouvoir fédéral. Le système de sécurité du magasin était très complet. Riverside Market avait des caméras partout, à chaque caisse, couvrant chaque allée, surveillant les entrées et sorties, le parking. Le système enregistrait en continu en haute définition, conservant les images 90 jours avant écrasement. Ce que ces caméras ont capté pendant les 23 minutes suivantes deviendrait la pierre angulaire d'un procès qui changerait les protocoles d'intervention fédéraux. Les images montraient les agents refuser la demande d'Alan de passer par les canaux appropriés. Elles montraient les agents exiger que Kesha quitte sa caisse immédiatement. Elles montraient Alan appeler la sécurité du siège sur son téléphone, parler avec urgence d'une situation en cours. Elles montraient Kesha derrière sa caisse, visiblement tremblante, pendant qu'une foule d'environ 30 clients et employés se formait en demi-cercle autour de la caisse 7. Beaucoup filmaient depuis différents angles, mais les caméras du magasin donnaient la vue la plus nette, la plus complète. L'audio était parfait, chaque mot. « Madame, pour la dernière fois, vous venez avec nous volontairement.
ou nous vous plaçons en garde. » « En garde pourquoi ?» La voix de Lisha s'est brisée. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis né à Minneapolis. Ma mère, c'est Sandra Monroe. Elle est infirmière à Roosevelt Elementary. Mon père, c'est Curtis Monroe. Il travaille au syndicat des électriciens. J'ai grandi sur Lyndale Avenue. J'ai été au South High School. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Nous avons besoin de documents officiels, pas d'histoires. » « Des histoires ? Ma vie est une histoire pour vous. » Un client qui filmait s'est approché. « Excusez-moi, agent, je suis avocat. Quel est votre motif probable pour retenir cette femme ?» Le second agent, resté silencieux jusque-là, a enfin parlé. « Nous menons une opération de contrôle sur site. Nous avons le droit de vérifier l'éligibilité à l'emploi. Une opération sur site exige un préavis à l'employeur et des protocoles adéquats. Vous ne pouvez pas entrer dans un magasin et commencer à interroger au hasard des employés. Quelles informations spécifiques avez-vous indiquant qu'elle n'est pas autorisée à travailler ? C'est confidentiel. Confidentiel. L'avocat a sorti une carte de visite et l'a donnée à Laksha. Madame, mais ne répondez plus à aucune question sans représentation. Ces agents violant la procédure. Le visage du premier agent s'est durci. Monsieur, vous interférez avec une enquête fédérale. Reculez. Je suis témoin d'une possible violation des droits civiques. Je reste ici. La confrontation montait. Alan avait la sécurité du siège au téléphone, en consultation avec l'équipe juridique. D'autres employés filmaient. La femme âgée de la caisse appelait des chaînes locales. Et au milieu de tout ça, Elkesha restait derrière la caisse, 7, les mains crispées sur le comptoir, essayant de comprendre comment une journée de travail était devenue ce cauchemar. « Nous vous plaçons en garde », a dit finalement le premier agent. « Vous serez transporté vers une installation fédérale où votre citoyenneté et votre autorisation de travail pourront être vérifiées correctement. »« Vous ne pouvez pas faire ça », a presque crié Alan. « C'est une citoyenne américaine. Et elle a des droits. Elle a le droit de prouver son statut. Jusqu'à preuve, elle est retenue dans le cadre d'une vérification liée à l'emploi. » L'agent a attrapé le bras de Elkesha. Elle a reculé instinctivement. Pas de façon agressive, juste un réflexe face à un étranger qui l'a saisi. « Ne me touchez pas. » Sa voix était haute, paniquée. « Je n'ai rien fait. Quelqu'un appelle la police. Appelez quelqu'un. Nous sommes des agents fédéraux. Nous avons l'autorité. »« Madame, écoutez-moi, » a dit l'avocat client, très vite. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller sans mandat. Ils bluffent sur leur autorité. Tenez bon. » Mais Elkesha n'était pas avocate. C'était une caissière d'épicerie à qui on avait appris à respecter l'autorité, à obéir, à ne pas faire de vagues. Et elle était terrorisée. « J'irai, » a-t-elle dit doucement. « J'irai. S'il vous plaît, ne me menottez pas devant tout le monde. »« Vous avez le droit de refuser, » a commencé l'avocat. « Ouais, je ne veux pas empirer les choses. » Les yeux de Elkesha étaient au plein de larmes. « Je veux juste que ça se termine. Je vais prouver que je suis citoyenne et je reviendrai. »« D'accord. » L'agent a hoché la tête. « Si vos documents sont bons, vous serez libéré. » C'était un mensonge, ou au moins assez trompeur pour en être un. Lisha a été sortie du magasin sans menottes, mais encadrée par les deux agents comme une criminelle. Alan les a suivis jusqu'au parking, encore au téléphone, encore en train de contester. Des clients sont sortis derrière eux, filmant. Les agents ont installé Elkesha à l'arrière d'une berline banalisée. À travers la vitre, elle voyait Alan gesticuler, des employés pleurer, des clients secouer la tête, incrédules. La voiture est partie et Elkesha Monroe, née à Minneapolis, scolarisée dans l'école publique américaine, employée, contribuable, totalement innocente, a été emmenée en détention fédérale. Le centre de détention était à 40 minutes. Elkesha a été traitée comme n'importe qui soupçonné d'être dans le pays illégalement. Empreintes, photos, inventaire des affaires. Son téléphone a été pris. Son badge employé a été noté puis écarté comme preuve insuffisante. «
J'ai besoin d'appeler quelqu'un. Mon responsable sait que je suis citoyenne. Ma famille peut apporter les documents. Vous aurez droit à un appel une fois le traitement terminé. Le traitement a pris 6 heures. Quand le Kesha a enfin pu utiliser un téléphone, moi il était après 22 heures. Elle a appelé sa mère à Minneapolis. Sandra Monroe a décroché à la première sonnerie. « Keisha, chérie, où es-tu? Ton responsable a appelé il y a des heures. Il a dit que des agents fédéraux t'ont emmené. Qu'est-ce qui se passe ?» Lisha s'est effondrée. En pleurant, elle a tout expliqué. Les agents à sa caisse, la détention, l'accusation qu'elle n'était pas autorisée à travailler alors qu'elle était née au Minnesota. « Où es-tu? Quel centre? »« M'entends-tu? Je ne sais pas. Quelque part hors de Milwaukee. Maman, il pense que je ne suis pas citoyenne. Il n'écoute pas. »« Bébé, écoute-moi. Tu es né au Hennepin County Medical Center. J'ai ton acte de naissance. Ton père et moi, on monte dans la voiture maintenant. On apporte tout. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, dossier scolaire, tout. Tiens bon, on arrive. » Mais ce n'était pas si simple. Le centre n'autorisait pas la famille à entrer simplement avec des papiers. Et tout devait passer par des canaux officiels, demande de vérification auprès des services d'état civil, contrôle en base de données, procédure bureaucratique d'une lenteur glaciaire pendant que de vraies personnes restaient détenues. À Milwaukee, l'histoire explosait. Les images de Riverside Market avaient été obtenues par les médias locaux. L'entreprise les avait publiées immédiatement, sachant qu'elles prouvaient que leur employé n'avait rien fait de mal. À 22 heures, le journal télévisé a diffusé la vidéo. Des agents fédéraux confrontant une caissière en plein service, ignorant les protestations du responsable, retenant une jeune femme noire française, malgré ses explications qu'elle était citoyenne américaine. L'avocat qui avait tenté d'intervenir s'appelait Marcus Chin, spécialisé en discrimination au travail. Il a donné une interview. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est du profilage racial déguisé en contrôle sur site. Ces agents n'avaient aucun motif probable de s'en prendre à cette jeune femme. Ils ont vu une femme noire française et ont supposé qu'elle était peut-être sans papier. Ce n'est pas de l'application de la loi, c'est du préjugé avec un badge. Les réseaux sociaux ont explosé. #Justice. Pour l'ACSHA est devenu tendance. Des organisations de droits civiques ont publié des communiqués. Le syndicat des travailleurs de l'épicerie a condamné la détention. Et la vidéo, nette, complète, y montrant une jeune femme effrayée, intimidée sur son lieu de travail, a été partagée des centaines de milliers de fois. Pendant ce temps, El Kesha a passé la nuit dans une cellule. Elle n'a pas dormi. Elle ne pouvait pas. Elle repassait la scène à sa caisse, essayant de comprendre ce qu'elle aurait pu faire différemment, ce qu'elle aurait pu dire pour qu'il la croie. Sa co-détenue était une femme du Honduras, détenue depuis 7 mois, en attente de procédure d'expulsion. Elle parlait peu anglais, mais elles ont suffisamment communiqué pour que le Kesha comprenne une chose. Ce système n'était pas conçu pour des résolutions rapides. Il était conçu pour retenir des gens indéfiniment, pendant que le papier avance à pas d'escargot. Jeudi matin, les parents de Kesha ont roulé toute la nuit depuis Minneapolis, arrivant au centre à 6 heures avec un dossier plein. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, diplôme du lycée, même des carnets de vaccination. On ne les a pas laissés la voir. On leur a dit de déposer les documents au traitement et d'attendre une vérification. Vérification. La voix de Curtis Monroe a tonné dans la salle d'attente. Ma fille est née au Minnesota. Voici son acte de naissance avec le sceau officiel de l'État. Qu'est-ce que vous devez encore vérifier? Monsieur, tous les documents doivent être authentifiés via les canaux appropriés. Les canaux appropriés? Elle est ici depuis hier après-midi. Si vous la retenez pour non-autorisation alors qu'elle est née dans ce pays, c'est une détention illégale. La sécurité a été appelée. Curtis et Sandra ont été escortés dehors, serrant encore les papiers de leur fille, exigeant encore de la voir. Ils sont allés directement au cabinet de Marcus Chin. El Kesha avait sa carte, laissée avant qu'on l'emmène, et Sandra l'avait trouvée sur Google dans la nuit. Il a accepté l'affaire immédiatement.
C'est exactement le type d'excès de pouvoir contre lequel on alerte, a dit Marcus en examinant les documents. Votre fille est citoyenne américaine. Elle n'a commis aucun crime. Et elle est en détention fédérale uniquement sur la suspicion d'agents qui n'ont donné aucun motif probable à l'origine. Il a déposé un habeas corpus en urgence jeudi après-midi, exigeant la libération immédiate de L'Kesha et arguant que sa détention violait ses droits constitutionnels en tant que citoyenne. La requête incluait une déclaration sous serment d'Alan Patterson sur ses 6 ans d'emploi, des attestations de collègues, de clients témoins. Elle incluait des captures des images. L'Kesha à sa caisse, les agents s'approchant sans explication, la foule, son extraction du magasin. Elle incluait son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale et plusieurs pièces d'identité prouvant au-delà de tout doute qu'elle était bien celle qu'elle disait. La juge fédérale qui a examiné la requête n'était pas amusée. La juge Catherine Erickson siégeait depuis 18 ans et avait vu des dossiers de contrôle migratoire, mais celui-ci se distinguait. La requérante est née à Minneapolis, a-t-elle noté à l'audience d'urgence vendredi matin. Elle possède un acte de naissance américain valide. Elle est employée dans le même établissement depuis 6 ans. Aucun casier. Elle a été retenue sur son lieu de travail sans mandat, sans motif probable, et sans suspicion articulable au-delà de l'appréciation subjective des agents. Sur quel fondement est-elle encore en détention? L'avocat du gouvernement peinait. Votre honneur, les agents menaient un contrôle routinier sur site. Routinier? J'ai visionné la vidéo de surveillance. Ces agents ont marché directement vers une seule caissière parmi 15 employés en service. Ils ont exigé des papiers de citoyenneté devant des clients. Ils ont ignoré les tentatives du responsable de fournir des dossiers d'emploi. Ils ont retenu une citoyenne américaine depuis... La juge Erickson a consulté ses notes. 41 heures, et ça continue. Quelle partie de cela est routinière? Les agents fédéraux devraient-ils avoir des preuves réelles avant de retenir des citoyens sur leur lieu de travail? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que cette juge était sur le point de poser un précédent qui changerait les protocoles à l'échelle nationale. La juge Erickson a ordonné la libération immédiate de L'Kesha. Pas sous 24 heures. Pas en attente d'examen. Immédiate. La requérante est une citoyenne des États-Unis, retenue sans motif. Sa détention continue est illégale. Elle doit être libérée dans les 2 heures suivant cette ordonnance, avec restitution de tous ses effets personnels et transport vers Milwaukee aux frais du gouvernement. L'Isha est sortie du centre à 13h30 le vendredi, 50 heures après avoir été emmenée de la caisse 7 de Riverside Market. Ses parents l'attendaient, ainsi que Marcus Chin, un groupe de soutien venu de Milwaukee et plusieurs caméras. Elle avait l'air épuisée, traumatisée. Ses tresses étaient en bataille après 2 nuits de sommeil haché sur un lit de centre. Elle portait encore son uniforme de travail, polo Riverside Market et pantalon kaki. Sandra a serré sa fille dans ses bras et ne l'a pas lâchée pendant 1 minute entière. Curtis restait derrière, une main sur l'épaule de L'Kesha, la mâchoire crispée entre colère et soulagement. Marcus s'est avancé vers les micros. L'Kesha Monroe est une citoyenne des États-Unis qui a été retenue illégalement sur son lieu de travail, gardée en détention fédérale pendant 50 heures et privée de ses droits fondamentaux. Nous déposons un procès pour que cela n'arrive plus jamais. Le procès déposé 2 mois plus tard était stratégique et complet. Il visait personnellement les 2 agents ICE, leur superviseur, le directeur régional ICE et le Department of Homeland Security. Il alléguait des violations du 4e amendement, saisie illégale sans motif probable. Du 5e amendement, privation de liberté sans due process, du 14e amendement, discrimination raciale dans l'application des lois. La plainte détaillait l'enfance de L'Kesha, son historique d'emploi, sa citoyenneté et l'absence totale de quoi que ce soit justifiant une attention fédérale. Elle décrivait l'approche sur son lieu de travail sans justification, les questions sur sa citoyenneté devant collègues et clients,
la détention malgré sa volonté de fournir des documents, et les 50 heures de garde malgré des preuves disponibles. Elle incluait la vidéo de sécurité, 23 minutes de haute définition montrant toute la scène sous plusieurs angles. Les images étaient accablantes. Un lieu de travail paisible soudain brisé, une employée effrayée interrogée, des clients tentant d'intervenir, des agents refusant de suivre la procédure. Elle incluait des expertises sur l'impact psychologique d'une détention injustifiée. Laksha avait développé de l'anxiété, elle avait eu du mal à retourner travailler, souffrait de crises de panique lorsqu'elle voyait quelqu'un en costume, au look officiel. Elle avait dû suivre une thérapie, et elle incluait une analyse statistique des schémas d'intervention, ICE. Les descentes sur site ciblaient de façon disproportionnée des lieux de travail avec de fortes proportions d'employés noirs français et brown. Les détentions individuelles concernaient massivement des personnes de couleur. Et dans des juridictions comme Milwaukee, des citoyens de couleur étaient interrogés sur leur statut à des taux largement supérieurs à leur représentation. Le procès réclamait 8,4 millions de dollars, 1,9 million de dommages compensatoires pour la détention, les pertes de salaire, le trauma, le traitement psychologique et 6,5 millions de dommages punitifs pour envoyer un message sur le coût du profilage et des violations constitutionnelles. Dès la phase de discovery a été brutale pour la défense. Les propres notes des agents montrent qu'ils s'étaient rendus à Riverside Market suite à un signalement anonyme, prétendant que le magasin employait des travailleurs illégaux. Aucun nom, aucun fait précis, aucune information crédible. Juste une affirmation vague devenue prétexte. Quand on les a pressés sur la raison pour laquelle ils avaient ciblé les El Kesha, spécifiquement parmi 15 employés, ils n'ont pas su répondre. Elle correspondait à une description générale. Quelle description? Le dénonciateur a mentionné de jeunes employés. Il y avait 7 jeunes employés en service, visibles sur la vidéo. Pourquoi n'avoir approché que Madame Monroe? Silence. Parce que Madame Monroe est noire? La race n'a rien à voir. Alors quels critères avez-vous utilisés pour la sélectionner? Encore du silence. Le schéma était clair. Chaque réponse, chaque document et chaque preuve menait à la même conclusion. Les agents avaient vu une femme noire française à une caisse et avaient décidé qu'elle avait l'air sans papier. Ils avaient agi sur cette supposition sans motif probable, sans preuve, sans rien d'autre que du profilage. Des experts ont témoigné sur les exigences du 4e amendement. On ne peut pas arrêter et questionner des citoyens sur leur statut sans suspicion spécifique et articulable d'activité illégale. Alors, travailler en étant une Française noire n'est pas une activité suspecte. Être caissière en étant une Française noire n'est pas un motif probable. Des constitutionnalistes ont attesté que la détention violait un droit clairement établi. 50 heures sans charge, sans accès à un conseil, sans vérification rapide malgré des documents disponibles. Une privation de liberté sans due process. Des experts en droit du travail ont décrit l'effet dissuasif sur les lieux de travail. Et après la détention de Leksha, Riverside Market a signalé que 3 employés avaient démissionné immédiatement, trop effrayés. Plusieurs employés de couleur ont demandé des transferts vers l'arrière-boutique pour être moins visibles. Et des plaintes de clients ont afflué. Ceux qui avaient vu la scène ne se sentaient plus en sécurité. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a regardé la vidéo à répétition. El Kesha aidant la femme âgée, les agents approchant sans explication, et ces explications de plus en plus désespérées, ses larmes quand ils insistaient. Le jury a entendu Laksha témoigner. L'humiliation d'être interrogée devant des clients qu'elle servait depuis des années, la peur d'être menottée sur son lieu de travail, les 50 heures en détention, à se demander si quelqu'un la croirait, les crises de panique au travail, la thérapie. « Je suis né à Minneapolis », a dit Leksha à la barre, la voix stable, les mains tremblantes. « J'ai vécu dans ce pays toute ma vie. Je n'ai jamais enfreint la loi. J'ai travaillé dur, payé mes impôts, fait tout comme il faut, et j'ai été traitée comme une criminelle.
parce que 2 agents m'ont regardé et ont décidé que j'avais l'air illégal. Ce n'est pas la justice, c'est du racisme. Les agents ont témoigné pour se défendre, mais leurs explications se sont effondrées au contre-interrogatoire. Ils n'ont pas pu expliquer un motif probable. Ils n'ont pas pu justifier le contournement de la direction et des RH. Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi la vérification a pris 50 heures alors que l'acte de naissance était disponible en 12 heures. Leur superviseur a affirmé qu'ils avaient suivi les protocoles standards. Mais quand on a présenté les protocoles ICE réels, coordination avec l'employeur, ciblage basé sur informations crédibles, vérification rapide des revendications de citoyenneté, il est devenu évident que ces règles avaient été ignorées. Le jury a délibéré 8 heures sur 2 jours. Verdict unanime. Responsabilité pour saisie et détention illégale. Responsabilité pour discrimination raciale dans l'application. Responsabilité pour violation du due process. Responsabilité pour préjudice émotionnel intentionnel. Dommages compensatoires. 2,1 millions pour la détention, le trauma, les pertes de salaire et le traitement. Dommages punitifs, 6,3 millions. Total, 8,4 millions. Les gros titres ont fait le tour du pays. Une caissière d'épicerie obtient 8,4 millions après une détention injustifiée par des agents fédéraux. Une descente sur site qui tourne mal coûte des millions au gouvernement. Un jury accorde des dommages historiques pour profilage racial et contrôle de l'emploi. Les 2 agents ont été licenciés. Le superviseur a été rétrogradé. Là, le directeur régional ICE a subi une revue interne menant à une réaffectation. Le DHS a mis en place de nouveaux protocoles. Motif probable documenté avant toute détention sur site, vérification obligatoire sous 12 heures pour toute personne se déclarant citoyenne américaine, approbation d'un superviseur pour toute détention dépassant 6 heures. Ces réformes n'allaient pas tout réparer, mais elles représentaient une responsabilité réelle, de quoi faire réfléchir des agents la prochaine fois. Lisha a utilisé une partie de l'indemnisation pour payer ses prêts étudiants liés aux cours du soir au Community College. Elle a acheté une nouvelle voiture à ses parents pour remplacer leur vieille berline, celle avec laquelle ils avaient roulé toute la nuit pour apporter l'acte de naissance. Elle a donné à des organisations aidant des détenus immigrés qui n'avaient ni ses ressources ni son statut de citoyenne. Et elle est retournée travailler à Riverside Market. Et il lui a fallu 4 mois pour se sentir prête. Sa thérapeute l'encourageait à prendre plus de temps, mais Lekesha était déterminée. « Ils ne vont pas me prendre mon travail, ils ne vont pas me faire peur de l'endroit où j'ai travaillé 6 ans. » Elle est revenue à la caisse 7, la même où on l'avait confrontée. Alan lui avait proposé n'importe quel poste ailleurs, service client, bureau, arrière-boutique, n'importe où elle se sentirait mieux. Mais Lekesha a choisi la caisse 7. Le premier jour de son retour, des clients ont fait la queue exprès à sa caisse. Certains apportaient bien des fleurs, d'autres des cartes. Beaucoup voulaient simplement lui dire qu'ils avaient suivi l'affaire, qu'ils avaient été révoltés, qu'ils étaient heureux de la revoir. La femme âgée de ce mercredi-là est passée avec un petit cadeau. Une photo encadrée de Lekesha, capturée dans un reportage avec un mot. « Tu t'es tenu debout pour nous tous. Merci pour ton courage. » Un an, Lisha travaille toujours à Riverside Market. Elle a été promue superviseur du front-end, puis adjointe à la direction. Elle est devenue une militante des droits des travailleurs, prenant la parole dans des événements syndicaux et des forums communautaires. Elle travaille avec des organisations de défense des droits des immigrés, consciente que sa citoyenneté lui donnait des protections que d'autres n'ont pas. La vidéo de sécurité de ce mercredi après-midi est toujours disponible en ligne. Elle sert de support de formation pour des organisations de droits civiques et elle est diffusée dans des cours de droit sur les protections du 4e amendement. Elle reste la preuve de ce qui arrive quand l'application devient harcèlement, quand des suppositions écrasent des preuves, quand l'apparence devient un motif de détention. 3 ans après l'incident, Lekesha a été invitée à parler à une conférence sur la réforme des politiques de contrôle migratoire.
Elle a raconté son histoire à une salle pleine d'avocats, d'activistes, de décideurs. J'ai eu de la chance, a-t-elle conclu. J'avais mon acte de naissance. J'avais des parents qui pouvaient rouler toute la nuit pour m'aider. J'avais un avocat qui a pris mon dossier. J'avais une juge qui a reconnu la violation. Mais la plupart des gens n'ont pas tout ça. La plupart des personnes détenues n'ont pas les ressources pour se défendre. Mon affaire a fait la une parce que je suis citoyenne et que la violation était flagrante. Mais chaque jour, des gens qui me ressemblent sont interrogés, détenus, traités comme s'ils n'appartenaient pas ici. Et on doit changer ça. La salle a applaudi, mais El Kesha n'avait pas fini. Ces agents m'ont regardé à ma caisse et ont décidé que j'avais l'air illégal. Pas parce que je faisais quelque chose de mal, pas parce qu'ils avaient des preuves, mais parce que, dans leur tête, des femmes noires françaises dans des emplois au salaire minimum doivent être des immigrés. Cette supposition leur a coûté 8 millions. Mais plus important, elle m'a coûté mon sentiment de sécurité. Elle m'a coûté la croyance que travailler dur et suivre les règles me protégerait. Elle m'a appris que naître ici n'est pas toujours suffisant si vous ne ressemblez pas à ce que certains imaginent qu'une Américaine devrait être. Elle s'est interrompue, reprenant son souffle. Alors je vous demande, à vous tous qui travaillez sur ces questions, souvenez-vous que derrière chaque dossier, chaque statistique, chaque action, il y a des personnes réelles, des personnes comme moi qui veulent simplement aller travailler, faire leur boulot et rentrer chez elles en sécurité. Des personnes qui méritent d'être traitées comme les citoyennes qu'elles sont, des personnes dont les droits comptent autant que ceux de n'importe qui. Que feriez-vous si on vous questionnait sur votre citoyenneté alors que vous faisiez simplement votre travail? Comment prouveriez-vous que vous appartenez au pays où vous êtes né? Donnez vos idées en commentaire. Et si cette histoire vous a fait penser autrement à l'application des lois et au profilage, abonnez-vous. Ces histoires doivent être racontées, elles doivent être entendues et elles doivent déclencher un vrai changement. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine.